Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est particulièrement intéressant de vous entendre en cette situation. Alors je rappelle pour tous nos auditeurs que vous êtes ancien patron de l'entreprise pétrolière Elf, ancien PDG de GDF, spécialiste des questions d'énergie. Et avec vous, donc, on va tenter de suivre un peu le plan du gouvernement face à la pénurie d'électricité annoncée pour cet hiver. Alors d'un côté, on nous a promis des délestages tournants de 2 heures avec une mise en place d'une application EcoWatt censée tous nous sauver qui signale aux Français donc le niveau de vigilance. Les Français sont responsables, voilà ce qu'avait expliqué Emmanuel Macron. Alors on a ces situations de coupure qui peuvent quand même, précisons-le, poser de grandes difficultés aux réseaux de transport, aux organisations dans les écoles, aux personnes vulnérables, telles que celles qui sont sous respirateur. Je vous propose de réécouter ces propos très inquiétants du porte-parole d'Enedis le 5 décembre. Les patients à haut risque vital qui sont identifiés. Nous sommes en lien permanent avec les ARS, les agences régionales de santé, ainsi que les préfectures, qui nous signalent et identifient ces personnes-là qui ont un respirateur, qui sont avec un équipement à la maison important. Ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Voilà, donc ces personnes sous respirateur ne sont pas prioritaires et elles sont éventuellement délestables. C'est le porte-parole d'Enedis qui le dit. Mais là, Emmanuel Macron fait semblant, en tout cas, de se fâcher. Mardi, il recadrait déjà le gouvernement et les opérateurs. Je vous propose de l'écouter, un extrait d'Emmanuel Macron depuis l'Albanie. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Voilà, donc hier, il en remettait encore une couche. Il a convoqué certains membres du gouvernement juste avant le Conseil des ministres et il a bien expliqué que les Français ne sont pas des cobayes. Voilà ce qu'a rappelé Emmanuel Macron. Alors, les Français ne sont pas des cobayes. On a pourtant clairement l'impression d'être les cobayes d'une politique énergétique menée par d'ailleurs différents gouvernements successifs. Comment comprendre ce scénario joué par le président et puis surtout comment comprendre ce plan mis en place par le gouvernement face à cette rupture énergétique? Eh bien, qui mieux que Loïc Le Floch-Prigent pour nous expliquer tout ça. Loïc Le Floch-Prigent, d'abord, comment vous comprenez juste cette dernière petite mise en scène du président de la République? D'abord, on a quand même des messages qui passent, on va avoir une pénurie, des délestages, etc. Et puis, d'un seul coup, n'ayez pas peur, ce sont mes responsables, mes opérateurs et mes ministres qui sont responsables d'une peur qui ne devrait pas exister. Tout d'abord, il faut bien voir que l'électricité n'est pas l'ensemble de l'énergie. Oui. Donc on parle aujourd'hui de l'électricité parce que nous avons passé des moments, une cinquantaine d'années, tranquilles, parce que nous étions exportateurs d'électricité et que nous étions producteurs d'électricité. Alors, donc voilà la situation telle qu'elle a été fournie aux Français et aux différents gouvernements récents, une électricité nucléaire et hydraulique qui faisait de l'ordre de 85% de nos besoins et une capacité d'exportation importante puisque le nucléaire fonctionnant en base, il y avait un certain nombre de pays voisins qui pouvaient interconnecter, bénéficier de notre électricité abondante, bon marché et souveraine. Voilà la situation. Alors cette situation s'est dégradée pour moi à partir de 1997 lorsque il y a eu un gouvernement avec les Verts et les Verts étaient obsédés par une question qui était celle des déchets. Or, les physiciens dont je suis considèrent que ces déchets peuvent être recyclés pour faire de l'énergie dans ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Et le programme qui avait commencé à travailler, ça s'appelait Super Phoenix. Et donc, lorsque le gouvernement a intégré les Verts en 1997, la première décision qui a été prise, dès la formation du gouvernement, ça a été d'arrêter Super Phoenix. C'est-à-dire d'arrêter la capacité d'utiliser les déchets pour faire de l'électricité. Alors là, donc depuis 1997, nous pagayons
parce qu'il n'y a pas d'autre mot que pagayer, avec des écolos qui sont anti-nucléaires. Ils ne sont pas écologistes, ils sont d'abord anti-nucléaires. Moi, je suis écologiste et je suis pro-nucléaire, et ça existe quand même, la preuve. Et donc, le sujet, c'est d'arriver à maltraiter la filière nucléaire de 97 à aujourd'hui. Et elle est tellement maltraitée qu'on a fini par voter au Parlement la baisse d'une tendancielle du nucléaire de 75% à 50%, ceci sous le septennat de Hollande. Et ensuite, cette baisse a conduit à diminuer la capacité industrielle, c'est-à-dire que les industriels français n'ont survécu que grâce au programme chinois, au programme anglais et au programme finlandais. Et on se retrouve aujourd'hui avec une loi qui existe toujours, qui n'a pas été abrogée et qui dit on va à 50%. On arrive avec des réacteurs à neutrons rapides qu'on a arrêtés une première fois en 97, qu'on a arrêté une nouvelle fois en 2019. On arrive avec une centrale qui est celle de Fessenheim qu'on a arrêtée alors qu'elle fonctionnait bien et qu'elle était amortie. Et on se retrouve avec l'incapacité de dire au cours des prochaines années, pas des prochains mois, mais des prochaines années, si nous arriverons à passer l'hiver, puisque vous savez que l'hiver est un moment où il fait un peu plus froid, où il n'y a pas beaucoup de soleil, et pendant un mois l'hiver, il n'y a pas non plus de vent. Et par conséquent, l'idée que nous allons résoudre les problèmes avec les énergies intermittentes que sont le solaire et l'éolien, c'est une idée fausse, c'est un mensonge d'État, peut-être, mais c'est un mensonge quand même. C'est-à-dire que pendant la période difficile, la période des pics de consommation, correspondant au froid, correspondant à la nuit, eh bien, les solutions qui sont préconisées, à savoir l'éolien et le solaire, ne sont pas des solutions. Et d'ailleurs, ceci a été démontré lors de l'arrivée de la guerre en Ukraine, où les Allemands qui disaient « nous sommes indépendants grâce à nos éoliennes », ont dû avouer à leur population que s'ils avaient des éoliennes, ça marchait grâce au gaz et au charbon. Et que quand il n'y avait pas de gaz et charbon, eh ben, on ne pouvait pas leur assurer le service autrement que par des délestages. Donc il y a eu un certain nombre de fermetures de quartiers dans les villes allemandes. Et maintenant, les Allemands courent après, non pas le nucléaire, parce qu'ils continuent à ne pas tellement en vouloir, tout en gardant les centrales qui fonctionnaient encore, c'est-à-dire 3 centrales, mais ils courent après le charbon, après le gazole. Ils vont essayer de remplacer le gaz par le gazole dans la plupart des endroits énergétivores. Et donc, le roi allemand est nu devant le mensonge qu'il a effectué, mais simplement, nous aussi, c'est-à-dire que nous avons maltraité notre filière nucléaire, maltraité du point de vue de la quantité d'électricité, maltraité sur la maintenance et les fermetures successives sur lesquelles on pourra revenir, et maltraité sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas préparé l'avenir, en particulier des travailleurs du nucléaire. Il nous a manqué des soudeurs. Il a fallu qu'on intègre rapidement 1500 soudeurs venant des États-Unis et du Canada. Et nous avons un ensemble de métiers qui n'ont pas été développés au cours du temps et sur lesquels il va falloir travailler. Donc, l'hiver 2023, dont tout le monde se plaint, c'est un problème, mais l'hiver 2024 également, l'hiver 2025 et ainsi de suite. Et pendant le même temps, parce que la facture est salée, comme nous continuons à produire un mégawattheure à 50 euros, n'est-ce pas? Eh bien, les réglementations qui ont été prises par les élites françaises avec l'ensemble des Européens conduisent à ce que les industriels, dont je suis, doivent payer au cours des années qui viennent 3, 5 à 6 fois plus cher leur électricité par rapport au prix des concurrents et 12 fois par rapport au coût réel pour nous. Donc nous avons un mégawattheure à 50 euros à peu près, et moi industriel, je dois payer de l'ordre de 600 aujourd'hui. Et par conséquent, si jamais j'ai des fours et si jamais j'utilise beaucoup d'énergie, eh bien, grossièrement, toute ma marge va y passer et je suis
soit en négatif, soit légèrement positif, mais je suis quasiment au dépôt de bilan parce que j'ai plus de marge de manœuvre. Si par contre je dépense peu d'énergie, ce qui peut arriver quand même, je suis grossièrement, le tiers de ma marge est avalé par par l'électricité, sans que j'y puisse rien et sans que je puisse comprendre pourquoi, puisque les centrales d'EDF, qu'elles soient nucléaires ou hydrauliques, continuent à produire de l'ordre de 50 euros, on ne va pas négocier. Hein, donc voilà. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui ne vont pas. Et mon sentiment, et c'est ce que j'ai exprimé depuis plusieurs années, mais là depuis de façon un peu plus forte, à cause de mon appartenance au mouvement éthique, mouvement des patrons, qui est un peu le mouvement de la liberté des patrons, le mouvement éthique présidé par Mme Sophie de Menthon. Je dis que nous ne pouvons pas accepter d'avoir 150 000 à 300 000 entreprises qui vont crever à la fin décembre parce que nous sommes incapables de comprendre pourquoi le prix est indépendant du coût. Le coût est à 50 et le prix est à 600. Dites-moi quelle est la denrée qui peut exister aujourd'hui dans le monde qui vaut 12 fois plus cher que le coût de production. Donc voilà, c'est ça le sujet que je suis en train de développer. Alors je réponds bien sûr à vos questions, mais d'abord je m'adressais aux éditeurs de votre radio en disant bon, il y a là quelque chose de grave, c'est en train d'arriver, il faut absolument se mobiliser pour que le prix ne soit pas indépendant du coût. Alors j'ai entendu ce matin des autorités éminentes dire les boulangers, vous inquiétez pas, vous aurez une diminution de 200 euros par rapport à 3000, puis ensuite de 300 euros. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand je dépense 1000 euros sur ma note d'électricité habituellement et qu'elle arrive à partir du 1er janvier 2023 à 6000 euros, eh ben, je ne sais pas quoi faire. Et la plupart des entreprises, des petites entreprises, est confrontée à ce problème. C'est-à-dire que comment je fais? Alors je paye pas, je paye, je dépose mon bilan, je m'en vais. Et, certes, les grands de l'industrie comme Arcelor ou d'autres peuvent dire voilà, je ne vais pas produire en France parce que l'électricité est trop chère, je vais produire au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Allemagne. Mais le boulanger qui a sa boulangerie chez lui ou le petit industriel comme ceux qui sont avec nous dans le mouvement éthique, on ne peut pas déménager comme ça. On ne peut pas déménager en un mois. Alors, certes, et puis ce serait des pertes d'emplois, etc. Il faut le préciser également, des pertes d'emplois et des pertes de revenus pour la France, puisque tous ces gens-là payent des taxes et des impôts. Il semble que la France soit entourée de consommateurs, mais les consommateurs, en général, ils travaillent. Donc, s'ils n'ont plus de travail, ils ne consomment pas. Donc, plutôt que de s'inquiéter sans arrêt des consommateurs, on pourrait aussi s'inquiéter des travailleurs. Évidemment. Et ces travailleurs, ils ont. Alors, on leur dit, vous allez pouvoir aller au travail parce qu'on va vous donner un chèque de 100 euros. 100 euros, ça va leur permettre d'aller au travail pendant un mois. Donc c'est déjà qu'on considère qu'ils n'auront plus de travail parce que l'industrie sera fermée. Donc, je crois qu'il y a une urgence à avoir. Et l'urgence, pour moi, c'est de dire pourquoi les centrales nucléaires qui sont fermées continuent à être fermées. C'est ça l'urgence. Et cette urgence-là, personne n'y répond parce que tout le monde a peur des écologistes qui peuplent les dispositifs de contrôle étatique. Il y a des écologistes partout qui disent non, il faut avoir peur du nucléaire. Et moi, j'ai pas peur du nucléaire, j'ai peur par contre de la famine. Voilà. Oui. Et vous avez exposé tout à l'heure très bien le fait que d'un côté, les industriels de l'alimentaire disent on arrête, et de l'autre côté, c'est aussi, il y a quelquefois, ces aliments font dans les flacons, et les industriels des flacons, ils arrêtent aussi. Donc ça fait beaucoup d'industriels. Donc non seulement on n'aura pas de denrées alimentaires, mais on ne saura pas dans quoi les mettre. Donc, c'est ça la situation dans laquelle nous sommes, et je considère que nous avons une balance commerciale qui est arrivée de façon abyssale à plus de 150 milliards à une vitesse folle, et que par conséquent il faut produire. Donc le fait que le dirigeant de RTE dise tout va bien, les Français consomment moins, ça veut dire les Français font moins d'industrie et par conséquent on va être encore plus dans la panade. Voilà.
Alors Loïc, le floc président, évidemment, vous avez dit beaucoup de choses essentielles et vous avez raison de remettre toutes les choses à plat et on va en discuter ensemble désormais. Une des questions majeures que vous avez posées, c'est les gouvernements ont fait plutôt des erreurs successives concernant le nucléaire, mais des erreurs qui continuent d'exister et qu'on ne répare pas. Et vous avez parlé de cette loi qui existe toujours. Je voudrais faire écouter à nos auditeurs et puis à vous, mais vous connaissez certainement cette prise de parole de Jean-Bernard Lévy, donc l'ancien PDG d'EDF. C'était à la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF le 29 août dernier. Il expliquait bien la situation. Écoutez. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi ? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pannier-Runacher juste avant la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds. On va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des États-Unis, et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer. On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Alors, une filière qui se mobilise au maximum, mais une loi et des plans gouvernementaux qui existent toujours et qui vont dans la direction de la fermeture de ces centrales, et qui existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les problèmes qui se posent aujourd'hui ne seront pas réglés demain, vous l'avez dit, pour les hivers prochains, si on continue avec ces lois-là qui, pour le moment, on n'a pas l'impression qu'elles soient modifiées. Et là, on ne comprend pas l'essence, en fait. On nous annonce une loi pour 2023, pourquoi ne l'avons pas nous fait avant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, c'est des problèmes que nous avons aujourd'hui, sont des problèmes que j'ai signalés de par les articles que je fais sur Atlantico, et j'ai fait un livre qui s'appelle « Il ne faut pas se tromper » en 2018, où je décrivais la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que ce qui arrive aujourd'hui n'est pas la conséquence directe de la guerre en Ukraine. Ce qui nous arrive aujourd'hui est la conséquence directe des difficultés, et il se trouve que la guerre en Ukraine a accéléré la prise de conscience, mais seulement accéléré. C'est-à-dire que tout était là depuis des années pour nous mettre droit dans le mur, et nous y sommes. Alors pour en sortir, il faut décider d'en sortir. Et décider d'en sortir, c'est prendre les mesures pour le faire. Et donc aujourd'hui, lorsque je vois que le projet de loi en urgence, c'est le projet de loi sur l'éolien et le solaire, qui n'ont aucune importance pour les hivers prochains, aucune, parce que il se trouve que pendant les hivers, il fait froid, et qu'on n'a pas besoin, on a besoin d'électricité, et il n'y a ni vent ni soleil. Donc c'est pas le sujet, on est hors sujet. Et on présente au Parlement un projet de loi hors sujet, alors que le sujet, c'est comment revenir sur le nucléaire avec des programmes, avec de l'argent et avec de l'urgence. Parce que, comme on l'avait signalé, Monsieur Lévy, il dit en 2 ans on forme un soudeur. Non, un soudeur nucléaire, c'est vraiment 7 ans. Comme un médecin, 7 ans. Hein, donc former des soudeurs, ça va prendre du temps. Non, et bien ce temps, on l'a pas, et donc il va falloir faire venir des gens de l'étranger qui sont aguerris. Et l'hiver 2023 va peut-être difficile, mais si l'hiver 2024, l'hiver 2025, l'hiver 2026 continue à être difficile, c'est qu'on aura manqué quelque chose. Or, ça veut dire qu'il faut le dispositif d'urgence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les gens qui sont compétents puissent travailler 7 jours sur 7 pour arriver à remettre en selle les centrales nucléaires qui ne marchent pas aujourd'hui. Et 7 jours sur 7, ça veut dire qu'il faut que les contrôleurs du travail et les contrôleurs de la sûreté acceptent que les gens travaillent. Aujourd'hui, on n'accepte pas qu'ils travaillent, on dit « Oh là là, c'est très compliqué, ils travaillent ». Moi, lorsque j'ai une urgence dans mon usine, je fais travailler les gens en 2x12, puisque j'ai peu de gens qui sont compétents sur la maintenance, et je fais que travailler en week-end. C'est ça l'urgence. L'urgence, c'est tout le monde travaille.
Et lorsque j'étais président de la SNCF, lorsqu'il y avait une panne, tous les gens étaient à 2 heures du matin en train de voir comment on pouvait résoudre le problème pour que les gens puissent voyager. C'est ça l'urgence. Alors, est-ce qu'il y a un dispositif d'urgence? Non. Mais c'est quoi? C'est de l'incompétence ou c'est de l'idéologie, ça? C'est de l'idéologie, c'est de l'ignorance et c'est de l'incompétence. C'est le mélange de tout. Et ça, c'est effectivement, il faut arriver à être. Et c'est un manque de courage aussi, parce que finalement, l'écologie politique, c'est basé sur l'antinucléaire. La véritable écologie, la défense de l'environnement, n'est pas de faire des éoliennes qui tuent les oiseaux et les poissons. Ça n'a pas de sens. Les parcs éoliens en mer, ça gêne tout le monde. Et puis c'est d'une efficacité totale. Bon. Mais donc, Loïc Le Floch-Prigent, je voulais vous me poser une question, Nicolas Vidal. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous nous annoncez, et d'ailleurs, l'article du Figaro que je citais maudit tout à l'heure, annonce la fermeture, l'arrêt de production de Cofigeo, notamment William Sorin-Garbit, et là, vous nous annoncez une espèce de carnage industriel, mais dans l'espace de quelques jours. C'est-à-dire que vous le dites, et on le lit aussi, nous, on a des retours, les boulangers, mais les petits industriels aussi, mais les gros industriels, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on a le temps de sauver d'ici la fin du mois de décembre ou la mi-janvier, de très 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 nombreuses industries et commerces et entreprises avant que ce pays devienne un champ de ruines? Absolument. La première chose qu'il faut faire, c'est mettre en urgence le rétablissement des centrales nucléaires. Il faut par exemple ouvrir Flamanville. Pourquoi Flamanville n'est pas ouvert? Parce qu'il y a les contrôleurs qui disent il faut attendre. On attend depuis 2 ans, la centrale elle est prête. On peut la faire diverger tout de suite. Bon. Et par ailleurs, on a arrêté 7 centrales parce que l'une avait une corrosion sous contrainte. Bon, il fallait arrêter une centrale, la réparer, puis prendre une deuxième centrale et ainsi de suite, mais continuer à faire fonctionner les 7 ou les 6 qui restaient. On a fermé les 7 par précaution. Donc on a pris un luxe de précaution qui conduit à nous mettre dans l'embarras. Ouvrons-les. On a fermé la centrale charbon du Havre, on n'en parle même pas. Ouvrons-la. On a fermé la centrale au fioul de Porcheville. Ouvrons-la. Donc on a les moyens. Si jamais on veut, on peut. Voilà. Deuxième chose. Nous avons une électricité qui est à 50 € à peu près le mégawattheure. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir le même tarif que les Portugais, les Espagnols et tous les autres à 115. Bon, donc, puisque c'est nous qui avons l'électricité la moins chère d'Europe, pourquoi c'est nous qui payons la plus chère l'électricité en Europe? Pourquoi le prix... mais est-ce que vous pensez, Loïc Le Floch-Prigent, que Emmanuel Macron veut sortir du marché unique? Ça se fait immédiatement. Oui, mais vous savez que Emmanuel Macron, c'est le marché unique européen de l'énergie. Emmanuel Macron, il ne va pas vouloir sortir de cette histoire, non? Il n'y a pas de marché commun unique de l'énergie. Il y a une centrale de fixation du prix à Leipzig avec 5 Allemands et dans le conseil d'administration 18 Allemands et 1 Français qui fixent le prix. Bon, on supprime ça. Le marché de l'électricité, il n'y a aucune raison de fournir des parasites qui ne font ni la production, ni la distribution, ni le transport. Il n'y a aucune raison de financer ces parasites. Donc, il faut supprimer l'ensemble de ces parasites qui coûtent très cher et faire en sorte que le prix de l'électricité pour les Français, les industriels français, soit le même que celui de l'Europe, c'est-à-dire 115. Nous devons payer ça dès le 1er janvier 2023. Il n'y a pas de raison que nous ayons à payer on ne sait trop qui, alors que les autres ne le paient pas. Alors que c'est nous qui avons l'électricité la moins chère. Et ça, c'est la décision immédiate. Et peu importe ce qu'on vous raconte et ce que racontent les uns et les autres. Et d'ailleurs, il y a un chaos total de la communication. Donc, d'une part, c'est une politique de communication qui est faite et cette politique de communication est chaotique. Donc maintenant, moi, je suis pas dans le chaos. C'est-à-dire, j'ai une électricité que je produis à 50, mes concurrents la paye 115, j'ai envie de la payer 115 comme eux. Débrouillez-vous. Et ça, il suffit que le président de la République et ses ministres aillent à l'Europe et dire voilà, c'est comme ça. C'est 115, c'est pas autrement. Et autrement, il n'y a aucune raison que ce marché d'électricité nous amène à faire à 600. Vous savez, le 4 avril 2022, on l'a payé 3000. Pour la première fois de l'histoire, un produit que nous produisons à 50, on l'a payé 3000. Ça a duré 1 heure ou 2.
Et vous voyez, ce marché de l'électricité est une aberration. Alors pourquoi c'est une aberration? Parce que l'électricité, c'est pas un produit comme un autre. C'est-à-dire que on ne stocke pas l'électricité. Le stockage d'électricité dans une batterie, c'est un abus de langage. On stocke autre chose. On change un produit et ce produit peut restituer des électrons. Mais on ne stocke jamais l'électricité. Bon, petit A. 2, l'électricité, c'est toujours un équilibre entre la production et la consommation. Dès qu'un électron est produit, il faut le consommer. Et par conséquent, les énergies intermittentes que sont les énergies éoliennes et solaires ne sont pas adaptées à l'électricité, c'est adapté à autre chose. Bon, on peut les mettre en appoint, on peut les faire des circuits courts où elle vient en appoint, mais l'usine éolienne ou l'usine solaire, c'est quelque chose d'aberrant. Bon, on s'en aperçoit aujourd'hui, et c'est pas la peine de continuer à raconter des sottises au Parlement, ce qui est fait actuellement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des choses simples à faire. Et ceci dans un temps court, je reconnais. Il y a les fêtes, les gens pensent au foie gras déjà. Moi, je pense pas au foie gras, je pense à mes usines et au fait qu'il faut que mes usines puissent avoir une énergie abondante bon marché. Et c'est extrêmement intéressant, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs, on a beaucoup lu avec Clémence pour préparer cette interview et on vous remercie d'être là, Loïc Le Floch-Prigent. Vous avez raison, la communication est détestable. Et j'ai pris cette déclaration d'Agnès Pannier-Runacher, toujours égale à elle-même, qui nous dit finalement la France n'a jamais été souveraine énergétiquement, c'est un mythe. Franchement, qu'est-ce que vous répondez, Loïc Le Floch-Prigent, quand vous entendez Agnès Pannier-Runacher dire ça? Madame Pannier-Runacher, visiblement, ne connaît rien à l'énergie, c'est dommage. Mais l'ensemble de mon travail depuis 50 ans, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire de faire en sorte que la France soit abondante, bon marché et souveraine. Et j'insiste sur le souverain. Et que lorsque elle met son projet de loi éolien et solaire au Parlement, effectivement, elle accepte l'idée qu'on achète l'ensemble du matériel à l'étranger et que ce sont les étrangers qui viennent installer les centrales éoliennes comme les Espagnols qui installent en face de chez moi au Cap Fréhel et au Cap d'Erquy des éoliennes dans des conditions absolument détestables et ceci pour rien puisque elles ne fonctionneront que de l'ordre de 20 à 25% et qu'elles n'auront aucun impact réel sur les consommateurs. Donc je crois que plutôt que d'envoyer des poulets sur le fait que nous avons mal fait notre travail dans les 50 ans qui viennent de s'écouler et qu'on n'était pas souverain, qu'elle s'interroge plutôt sur ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait pour qu'on soit souverain et pour que le nucléaire reparte le plus tôt possible et que les centrales nucléaires, celles de Flamanville, celles de Fessenheim et les autres qui sont en difficulté aujourd'hui, puissent repartir. Tant qu'on n'est pas souverain, on est un pays sous-développé. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de développement dans un grand nombre de pays africains, c'est-à-dire qu'ils ont le minerai, ils n'ont pas l'énergie et par conséquent, ils ne se développent pas. Et donc, si nous continuons à ne pas être souverains en énergie, eh bien, nous n'en sortons pas. Et c'est aujourd'hui qu'on n'est pas souverain, mais hier, nous l'étions. Et nous l'étions parce que le 1er janvier de chaque année, nos centrales nucléaires fonctionnaient. Et c'est comme ça que nous avons maintenu la France dans un état acceptable, visiblement non connu par un certain nombre de membres du gouvernement, c'est dommage. Oui, justement, à ce sujet, Loïc Le Floch-Prigent, finalement, on constate, et on le constate avec vous, en répétant le fait qu'on était souverain, qu'on ne l'est plus, en répétant que cette loi qui continue de mettre en ordre de marche le démembrement des centrales nucléaires continue d'exister. Il y a clairement un manque de volonté politique aujourd'hui. Vous dites, les choses sont finalement assez simples pour remettre les choses en marche, mais ce n'est absolument pas fait au niveau du gouvernement et pas trop pointé du doigt au niveau du Parlement. Alors là, aujourd'hui, on vous entend beaucoup, Loïc Le Floch-Prigent, sur beaucoup de plateaux. Pensez-vous qu'il peut y avoir finalement un réveil des industriels, peut-être du MEDEF, peut-être des petites entreprises également, pour mettre la pression sur ce gouvernement qui visiblement ne souhaite pas entendre le message? Les industriels doivent se réveiller et effectivement, les organes habituels de concertation avec le gouvernement ont une attitude qui ne prédispose pas le gouvernement à voir l'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de grands industriels qui ont le choix entre rester ici ou aller faire à l'extérieur. La plupart des petits industriels, et c'est pour ça que je vous ai dit au départ que j'étais le président de la branche industrie du mouvement éthique, qui est un mouvement parfaitement libre, parfaitement en dehors des
des discussions habituelles, paritaires, c'est pas notre problème. Ce mouvement libre est aujourd'hui écouté dans la plupart des régions de France. J'ai fait, moi, un tour des régions où j'ai eu des industriels qui sont venus me voir en disant « c'est bien ce que vous dites, c'est bien, 10 ans de plus ». Et c'est la raison pour laquelle j'interviens sur les plateaux et que j'interviens ici devant vous. C'est-à-dire que, effectivement, les industriels sont en train de se dire « mais c'est pas possible cette histoire, comment est-on arrivé là ?» Et pourquoi on va crever, parce que c'est ça le mot qu'il emploie, pourquoi on va crever sans comprendre pourquoi on crève. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un mouvement du même type que celui qui a eu lieu, vous vous en souvenez, au moment des bonnets rouges en Bretagne, chez moi, où, quand on a voulu contrôler et faire financer on ne sait trop quoi sur les routes nationales en Bretagne, les bonnets rouges se sont révoltés, et se sont révoltés avec les patrons et l'ensemble de leur personnel. C'était eux qui ont les manies. Bon, et là, aujourd'hui, nous avons ce même fonctionnement qui n'est pas relayé par les organes officiels, mais qui est relayé, et j'en suis le témoignage, par les organes d'associations diverses d'entrepreneurs qui se sentent bien chez eux, les gens du plastique, dans la Plastic Valley, les gens qui ont remonté l'industrie dans le Gard après la fermeture des mines d'Alès, etc. Tous ces gens-là sont prêts à se mobiliser pour dire non, ça suffit, on a envie de rester en France. On a envie de rester industriel français. On n'a pas envie de déménager. Vous nous avez déjà déménagé beaucoup, mais on a envie d'arrêter là. On a envie de continuer à travailler, et on a envie de travailler pour nous et pour nos salariés qui ont faim et qui doivent effectivement nourrir à la fois leur famille et la nation. Et là, le fait d'avoir une balance agroalimentaire déficitaire aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de fond. C'est pas la peine d'aller à mon histoire. Dernière question, rapide question, Loïc Le Floch-Prigent. Finalement, je vais vous poser une question très franche, très directe. Est-ce que vous pensez que par idéologie européiste, je suis d'accord avec vous sur la souveraineté, Emmanuel Macron est-il prêt à envoyer ce pays dans le mur, littéralement dans le mur ? J'ai l'impression qu'il est hésitant et que c'est toujours le mot « en même temps » qui apparaît. C'est-à-dire que je pense qu'il voit le problème, qu'il ne sait pas comment s'en sortir, et par conséquent, il envoie des boulets un peu dans tous les sens. La communication gouvernementale sur le fait qu'il pouvait avoir des délestages ne peut pas avoir été réalisée sans son accord. Et puis, 2 jours après, il dit non, pas de panique, ça n'aura pas lieu. Et donc on est dans l'hésitation, et je pense qu'il est de notre devoir à tous de dire au président de la République comme au gouvernement, écoutez, n'hésitez plus, il faut redresser le pays, redresser son industrie, et la seule manière d'y arriver, c'est de poursuivre et de développer le nucléaire petit 1, et de faire en sorte que le prix de l'énergie corresponde au coût, et non pas à un rêve de marché européen qui n'avait pas lieu d'être, puisqu'on avait une Europe qui était complètement différente dans la production, on ne pouvait pas avoir le même marché. Donc, donc c'est la vie. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Faut pas se tromper. C'est pour ça que je dis aux gens, regardez les réalités, n'essayez pas de fantasmer, regardez la réalité. Nous avons eu, l'Allemagne et nous, 2 politiques complètement opposées sur l'énergie. Et vous voulez la rassembler, c'est pas possible. Ça sera peut-être possible demain, parce que j'espère que les Allemands vont s'apercevoir de leur erreur. Mais c'est pas parce que les Allemands ont fait des erreurs qu'il faut les commettre nous. Et c'est ce que le Parlement est en train d'essayer de commettre avec le projet de loi qui est actuellement sur la table. Voilà votre message. Il ne faut pas se tromper. Votre message qui est également le titre de votre livre aux éditions Elitel, je le précise, éditions Elitel. Merci infiniment Loïc Le Floch-Prigent pour cet éclairage. Vous êtes ancien dirigeant de Elf Aquitaine et Gaz de France, évidemment spécialiste de ces questions d'énergie. Vous l'avez précisé également, vous êtes l'un des responsables du mouvement éthique. Merci et beaucoup à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.